Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de prendre place. J'ai le plaisir de présenter le conférencier de ce soir, Monsieur Jean-Claude Colly. En tant que responsable du secteur d'exploitation barrages et environnement du groupe E, je peux vous assurer qu'il connaît tout sur ces barrages. Monsieur Colly a obtenu un CFC de dessinateur en construction métallique avant de rejoindre notre école, plus précisément la filière de génie civil, où il a été diplômé en 1984. Son chemin professionnel l'a amené d'abord au CFF, pour lesquels il a travaillé notamment sur les barrages du Vieux Émosson, Pfaffensprung, Silsee et Ritom. Le centre de gravité géographique de ces barrages est situé plutôt en Suisse alémanique. C'est pourquoi les Nordostschweizerische Kraftwerke à Baden l'ont engagé pour profiter de ses compétences pour les travaux sur les barrages de Mauvoisin, Fionnet et Matmark, entre autres. Aujourd'hui, il est responsable de l'entité Barrages et Environnement au groupe E. En parallèle à ses activités, dans le contexte de la sécurité des ouvrages d'accumulation, selon l'ordonnance fédérale, il dirige des projets de réalisation en génie civil et en environnement. Si je me souviens bien, nous avons fait connaissance lors de ma première année en tant que responsable de la filière de génie civil en 2016 pour une visite du barrage de Rossens. Ensuite, nous avons collaboré dans le cadre d'un podcast sur le barrage de la Meg-Rouge et un film pour le 125e anniversaire de notre école. La collaboration s'est principalement renforcée dans le contexte de la recherche et développement avec le professeur Michael Pfister, qui me prie de bien vouloir l'excuser ce soir pour cause de maladie. 2 projets de recherche sont actuellement en cours. Le thermopicking dans la Petite Sarine et la stratification thermique du lac de Schiffnen. La conférence de M. Colly est intitulée « L'aménagement de Montsalvance, un peu plus de 100 ans d'histoire, pour quel futur ?» Les conditions de bord économiques, hydrologiques, légales et normatives ont bien changé durant les 100 dernières années et vont continuer à évoluer. Nous apprécions fortement que vous ayez accepté notre invitation pour être notre conférencier du jour et nous sommes curieux d'entendre votre exposé. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi de faire cette conférence ce soir sur l'aménagement de Bromont-Salvance. Cette conférence de ce soir, eh bien, elle trouve, disons, voilà. Donc, l'aménagement de Bromont-Salvance, c'est bon. Ah, c'est tout bon. Ouais. Ah, oui. Non, c'est mieux de mettre les commentaires. Normalement, ça joue. Alors, vous pouvez dupliquer. Voilà, c'est ça, je crois. Non, c'est l'autre. Je pense qu'il faut arrêter le diaporama et revenir. Avant, ça jouait. Voilà. Et puis maintenant, repartir. Non, ça joue. Bon, je vais me détacher du texte, pas de problème, on va faire comme ça. Très bien, merci beaucoup, excusez-moi.
Alors voilà, donc on va essayer de parler directement sans texte sous les yeux. Donc vous voyez ici une photo de l'aménagement de Bromont-Salvance lors de sa construction. Donc ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que j'ai été approché par mon ami Jean-Philippe Ayer, qui est éditeur aux éditions de l'EB à Charmey, pour réaliser dans le cadre du 100e anniversaire du barrage de Mont-Salvance et de l'aménagement de Bro, de faire un ouvrage sur cet aménagement. Et donc avec d'autres personnes, Jean-Philippe Ayer a réuni un journaliste photographe, Christophe Dutoit, une historienne, Anne Philippona, un ingénieur mécanicien, Lionel Chapuis, et moi-même. Et ensemble, nous avons coécrit cet ouvrage qui est sorti l'année passée, qui a eu un beau succès de librairie. Et donc, on est très content d'avoir pu réaliser cet ouvrage qui commémore le 100e anniversaire du barrage et de l'aménagement de Bromont-Salvance. Voilà les thèmes que je vais aborder durant cette présentation. Tout d'abord, parler de la construction de l'aménagement, depuis les premiers prémices jusqu'à la fin de la réalisation. Ensuite, pour introduire le chapitre 3, je vais dire quelques mots sur la surveillance des barrages et l'auscultation des barrages. Avant de vous parler donc, des modifications de l'aménagement au fil du temps, il y en a eu de nombreux, vous pouvez imaginer, en 100 ans d'histoire, et il y a eu pas mal de modifications de l'ouvrage. Et puis, vous parlez également des perspectives futures. Qu'est-ce qui va se passer dans un prochain temps pour cet aménagement? Alors, donc maintenant, essayez de faire un retour en 1918. Qu'est-ce qui se passait en 1918, juste au départ de la construction du barrage? Eh bien, c'est la fin de la guerre. Il y a encore beaucoup de réfugiés qui sont des internés français, polonais et russes qui se trouvent dans des camps en Suisse romande. Il y a aussi des problèmes socio-économiques. Les prix s'effondrent, on a de la peine à trouver des matières premières. Il y a la révolution russe qui a eu lieu en 1917. Des idées socialistes arrivent dans toute l'Europe. Et puis, il y a la grippe espagnole qui fait 250 000 morts en Europe. Donc, c'est dans ce contexte-là que le barrage la construction du barrage va commencer. Au niveau énergétique, il y a aussi une forte demande d'énergie à ce moment-là. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait comme aménagement qui fonctionnait sur le territoire fribourgeois, il y avait l'aménagement de Thuzy, on produisait de l'énergie à Haute-Rive déjà. Il y avait un aménagement à Châtel-Saint-Denis, un autre à Montbovon, un autre de la ville de Bulle à Latcintre, à Charmey. Et puis, c'était à peu près tout ce qu'il y avait sur le territoire fribourgeois. Donc, on constatait déjà depuis 1909 des risques de pénurie, surtout en hiver, parce que c'était uniquement des aménagements au fil de l'eau. Et donc, il fallait trouver des possibilités de stockage de cette énergie et de pouvoir turbiner à la demande à travers un stockage d'énergie. Ensuite, il y avait encore l'usine thermique de Romont qui a été mise à l'arrêt parce qu'il n'y avait plus de carburant disponible bon marché pour faire fonctionner cette usine. Et donc, les besoins de stockage, j'en ai parlé. Voilà. Alors, il y a Hans Maurer qui était à l'époque directeur des EF, c'est aujourd'hui Groupe E, qui a commencé à prospecter dans l'ensemble du canton et qui a fait un rapport sur la situation énergétique et qu'est-ce qu'on pouvait faire dans un futur proche comme aménagement. Alors, un de ces projets, c'était de faire un barrage au Gros-Mont, ici dans la vallée du Gros-Mont, un barrage de 18 mètres de haut, turbiner les eaux à une centrale au Vétour, 470 mètres plus bas, et ensuite faire un deuxième lac à accumulation au niveau de Latcintre à Charmey, et ensuite une galerie d'amener des eaux jusqu'à l'usine de Bro, une galerie d'amener d'à peu près 5 km, et en fait, après, turbiner les eaux sur 195 mètres de chute. Donc, ce projet, il a suscité de fortes réticences dès le départ
parce qu'il avait la capacité de fermer la vallée entre Yaon et puis Charmey. D'autre part, l'ingénieur cantonal de l'époque a dit faites attention, l'eau du lac supérieur qui se trouverait à 1500 mètres va geler l'hiver, donc on ne va pas pouvoir la turbiner durant les périodes d'étiage. Et puis ensuite, les paysans ont dit non, mais on ne va pas perdre ces magnifiques pâturages. Et donc ce projet a finalement été abandonné. Donc on a cherché une autre solution et puis on s'est tourné assez vite vers cette cuvette glaciaire de Montsalvance, qui a qui a un point qui est intéressant, c'est qu'elle récolte les eaux qui viennent aussi bien de la Jogne que du Javre et du Rio du Motellon. Et ensemble, eh bien, il y a une possibilité d'avoir un débit de 8,8 mètres cubes par seconde en moyenne durant toute l'année. Donc, ce qui est pas mal. Et il semble a priori que cette cuvette est recouverte d'alluvions qui assurent une certaine imperméabilité. Et puis, elle est très peu construite. Il y a juste une ferme, quelques gîtes, et sinon une zone alluviale et quelques forêts. Donc, on commence à investiguer sur ce projet dès 1917 d'une façon un peu plus sérieuse. Ici, vous avez la carte Siegfried de 1900 où on voit ici déjà l'aménagement de la ville de Bulle, donc la prise d'eau à l'Atcintre et puis le turbinage à peu près 50 mètres plus bas. Cette centrale existe déjà depuis 1909, sauf erreur. Et puis ensuite, il y a cette cuvette. Et puis, il y a un endroit qui est prédestiné à construire un barrage, c'est l'endroit dit de la Russie, où on peut projeter la construction d'un barrage. Il y a un verrou rocheux qui semblerait convenir. Alors, on mandate le professeur Chart de l'école d'ingénieurs et de l'université de Lausanne pour investiguer davantage sur cette cuvette glaciaire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'abord, la cuvette, c'est bon, elle paraît suffisamment étanche, donc ça a l'air de jouer. Ensuite, selon lui, ici vous avez la coupe du lieu dit la Russie. Alors il fait ce relevé géologique. Il dit, et là on a quand même des calcaires assez compacts qui sont fortement tectonisés. Et puis on a une zone alluvionnaire dans le bas de quelques mètres. Donc ça doit être possible de construire un barrage à cet endroit-là. Donc ça, c'est le relevé de 1917, sauf erreur, il y a la date qui est marquée quelque part. Et puis, il y a aussi une autre question qui se pose, c'est est-ce qu'il est possible de construire une galerie de ramenée en rive droite? Est-ce que la géologie est favorable? Alors, vous voyez en rive droite ici, vous avez les ruines de Montsalvance, et puis on prévoit de construire une galerie pratiquement à ce niveau-là, à l'altitude 760. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme roche? On a d'abord des calcaires assez compacts, et puis après, on se retrouve dans le néocomien, des calcaires schisteux avec de l'argile, donc cette argile doit assurer une certaine imperméabilité de la galerie s'il y a des pertes. Donc, c'est possible. Alors, on mandate ensuite le bureau Gruner pour investiguer davantage. Et puis, alors il y a en mai 1218, une présentation au Grand Conseil. Entre-temps, le bureau Gruner a fait un devis qui se monte à 9 200 000 francs. On voit que la retenue et la prise d'eau coûtent 2 300 000. L'adduction d'eau, donc les galeries d'amener, le château d'eau, la conduite forcée 2,7 millions. L'usine et les équipements 3,5 millions, 50 000. Donc c'est un investissement qui est demandé au Grand Conseil de 9 500 000 pour une production de 42 gigawattheures. Un prix très élevé pour l'époque. Le prix du marché à l'époque, c'était 4,4 centimes plus le transport. Là, on arrive à 22,5 centimes avec le transport. C'est quand même un saut relativement important, mais c'est de l'énergie avec une certaine qualité puisqu'on peut turbiner à la demande. Donc, ce qui fait qu'on estime que c'est quand même intéressant. Et puis, le calcul que fait Victor Rinky, le nouveau directeur des EIF, il se dit, mais on a un bénéfice attendu de 642 000 francs, donc lui, il est très favorable à cette solution.
pour vous montrer voilà, l'esquisse du barrage qui est présenté au Grand Conseil. Donc un barrage, on dit que ça sera un barrage arqué, mais c'est vraiment très très simplifié. Voilà, 17 mètres à sa base, 50 mètres de haut, 2 mètres à son couronnement. Et voilà ce qu'on présente. Alors, les arguments sont les suivants. Donc il y a un accroissement de la consommation électrique ces dernières années, donc il faut faire quelque chose. Les EEF doivent s'approvisionner à l'étranger. L'étranger, c'est hors du canton, hein, à l'époque. Et puis, il en va de l'essor économique du canton. Donc ça, c'est un point très important. Et puis, on se dit, mais finalement, c'est la moins mauvaise solution de construire le barrage à Bromont-Salvance, enfin l'aménagement de Bromont-Salvance, parce qu'on a déjà un plan de construire Recense, mais pour construire Recense, il faut arrêter la prise d'eau de Thuzy et ensuite arrêter la centrale. Donc on ne peut pas se permettre d'arrêter la centrale d'Autrive, parce qu'à ce moment-là, il y a une pénurie d'énergie. Et donc, c'est la moins mauvaise solution. Donc construisons d'abord Mont-Salvance-Bro et ensuite Recense-Autrive. Donc on prévoit déjà dans les plans de dire, ben voilà, l'usine de Bro sera à la cote 680, et puis ensuite la centrale, le lac de retenue de Recense montera jusqu'à 677. Donc on prévoit déjà ces cotes dans les plans. Et puis ensuite, bien sûr, la rentabilité du projet qui est excellente. Voilà, donc ça c'est le plan de situation qui est présenté. On a déjà une cote à l'époque qui est de 800 mètres sur mer. Actuellement, le niveau d'eau est de 800,80. On verra pourquoi ensuite. Donc il y a ce barrage au lieu dit la Russie, et puis ensuite cette galerie d'amener jusqu'au château d'eau, à la cheminée d'équilibre, et puis ensuite une conduite forcée qui amène les eaux jusqu'à la centrale de Bro 679. Et voilà, et ensuite l'eau s'écoule et on voit le futur lac de la Gruyère va arriver jusqu'à pratiquement par là. On a l'usine Caillé qui est déjà en place, l'usine Caillé qui a une centrale qui lui est propre à l'époque. Elle a sa propre production d'énergie. Alors, j'ai oublié de dire que le projet est accepté à l'unanimité, donc c'est vraiment un ouvrage qui satisfait tous les politiciens de l'époque, donc fantastique, l'unanimité. Alors, dans la concession de 1919, il y a 3 points seulement qui sont mentionnés, ce qui est extraordinaire pour une concession qui a été rendue obligatoire par la Confédération. Alors, il faut d'abord liquider les 14 oppositions. Alors, il y a une opposition de Nestlé qui veut être dédommagée pour son usine électrique qui va ne plus avoir d'eau en suffisance. Donc ça, ce n'est pas un problème parce qu'on peut fournir de l'énergie depuis la centrale de Bro. Et puis ensuite, la commune de Bulle s'inquiète aussi pour le fonctionnement de sa centrale. Là, on dit, ben voilà, votre centrale est suffisamment haute. Il y a un certain marnage entre le lac de retenue et puis la centrale, donc il n'y aura pas de problème. Et puis ensuite, il y a des privés qui font opposition parce qu'il faut les dédommager pour leur perte de terrain, etc. Et donc, le projet est accepté. Le deuxième point, c'est l'espacement des barreaux. Déjà à l'époque, en 1921, en 1918, là, on se soucie du sort des meilleurs amis des hydrauliciens, c'est-à-dire les poissons. Et donc, on demande à ce que les barreaux soient dimensionnés pour qu'il y ait un espace de 3 cm entre les barreaux, afin que la faune aquatique ne rentre pas dans le système hydraulique et ne soit pas finalement turbinée à l'usine de Bro. Et puis, un géologue doit vérifier l'étanchéité du bassin et puis suivre les travaux de A à Z. Alors, tous ces points sont acceptés. Et puis maintenant, j'aimerais passer à la présentation un peu des acteurs de cette construction, parce qu'il y en a qui sont devenus très, très célèbres par la suite. Donc, je vais vous présenter un peu le tableau des hommes remarquables qui ont fait cet ouvrage. Il y a d'abord le maître de l'ouvrage, donc les EEF actuellement groupés, avec son directeur Victor Rinky. Victor Rinky, c'est un homme qui a fait des constructions ferroviaires dans la région de Vevey au début de sa carrière, et puis ensuite il a été nommé comme directeur des EEF. Donc il avait un grand savoir-faire au niveau technique, et puis il a remplacé Hans Maurer à la tête des EEF. Dans le conseil d'administration des EEF, les EEF à l'époque c'était une régie d'État, mais il y avait quand même un conseil d'administration, et dans ce conseil d'administration il
Il y a 2 personnes qui font parler d'elle parce qu'on trouve dans les archives pas mal de papiers et de prises de position d'eux. Il y a le docteur Paul Joie. Paul Joie, c'était un physicien qui était à l'université de Fribourg. Et puis, pour le barrage de Montsalvance, il invente des sondes de température. Et puis, il se dit qu'il faudrait les installer lors du bétonnage. Et comme ça, on pourra suivre la prise du béton, le retrait du béton, et ensuite suivre les contraintes thermiques dans l'ouvrage au cours du cycle de vie de l'ouvrage. Et donc, c'est ce qui est fait. Alors, ça embête un peu les maçons de glisser ces sondes de température à différentes hauteurs, mais c'est ce qui est fait. Et c'est grâce à finalement Paul Joie, on a des personnes qui peuvent ensuite modéliser la prise du béton et le transfert des températures et les contraintes thermiques dans un ouvrage de béton. Et donc ça, c'est à lui en partie qu'on le doit. Et il y a Victor Boux. Victor Boux, c'est un conseiller d'État. Alors lui, il essaye de faire jouer la carte régionale, donc il essaye de favoriser les entreprises locales pour la construction de cet aménagement. Alors les entrepreneurs, il y a 2 lots pour réaliser cet aménagement. Il y a le lot pour la Société fribourgeoise des travaux de la Jeune qui s'occupe du barrage, de la galerie d'amener et de la cheminée d'équilibre. Et puis il y a le lot de la conduite forcée et de la centrale, c'est l'entreprise Ehlers qui le réalise. La Société des forces des travaux, des sociétés fribourgeoises des travaux de la Jeune est constituée par 3 sociétés. Il y a Hogg, Jäger et Fischer qui s'associent pour faire cette société. Et puis, il y a enfin des ingénieurs qui sont restés très célèbres dans l'histoire du génie civil, et des géologues également. Alors, il y a tout d'abord Heinrich Eduard Gruner. Eduard Gruner est fils d'ingénieur. Son père a un bureau d'ingénieur à Bâle. Il naît à Bâle et puis il fait des études à l'école polytechnique de Zurich. Ensuite, il va faire des stages en Angleterre et aux États-Unis. Et puis, en 1918, il inaugure la centrale hydroélectrique de Laufenburg sur le Rhin et c'est un succès. Et donc, c'est un peu pour ça que Gruner est devenu célèbre. Et donc, on le prend pour réaliser l'ouvrage de Montsalvance-Bro. Il y a un autre Bâlois de naissance, c'est Hans Schardt, qui est géologue, professeur à l'école, à l'université de Lausanne. Et lui, donc, il a fait les premières esquisses géologiques dès 1917. Et ensuite, il va suivre l'ensemble de la construction de l'ouvrage jusqu'à sa fin. Et puis, il y a enfin Alfred Stucky. Alfred Stucky, c'est une personnalité aussi hors du commun. Il fait un apprentissage de mécanicien au début de sa vie à Chaux-de-Fonds. Et puis après, ses parents lui disent « Mais quand même, tu as des capacités qui sont bonnes, tu devrais quand même faire un bac. » Alors, il fait quand même un bac. Puis après, il se dit « Ah ouais, mais je veux faire le poly en génie civil. » Alors, il part à Zurich pour faire le poly en génie civil. Après, il construit des ouvrages ferroviaires dans le Simmental. Et ensuite, il va travailler chez Gruner à Bâle. Et en 1916, il devient chef du bureau de Gruner à Bâle. Et puis, on lui doit de la construction de nombreux barrages en Suisse. Ici, j'ai représenté le barrage de Luzone, qui est une de ses constructions phares, un barrage qui a été surélevé. On dit d'ailleurs que les barrages de Stucky, on peut facilement les surélever. C'est le cas de Luzone et c'est le cas de mon voisin également, qui a été construit par Stucky. Il construit également Nalps, il construit le Châtelot dont Groupé s'occupe, il construit encore d'autres barrages en Grèce, en Iran, en Roumanie, etc. Et aussi peut-être une chose à mentionner, c'est que pendant la construction du barrage de Montsalvance, eh bien, il dépose sa thèse de doctorat sur les barrages arqués. Et j'ai encore le texte de sa thèse de doctorat qu'il a envoyé à Victor Rinky, le directeur des EF, avec son écriture. Ensuite, il y a aussi d'autres personnes. Jean Landry qui est ingénieur électricien.
Il est aussi professeur à l'école d'ingénieurs de l'Université de Lausanne et il va diriger le lot pour la centrale de Braux et la conduite forcée. Et puis, il y a aussi un jeune ingénieur qui arrive, qui est engagé par Gruner. C'est Henri Gicot. Henri Gicot qui va aussi marquer l'histoire des barrages, surtout dans le canton de Fribourg, parce que c'est lui l'auteur de la construction des barrages de Rossens et de Schiffnen, et puis de Zeusier, d'Étoule, et puis également de Nzilo en République démocratique du Congo. Donc on dit que les barrages de Gicot, on voit ici le barrage de Schiffnen, c'est des barrages qui ont une certaine élégance, alors c'est peut-être plus difficile à surélever. Par exemple, celui de Schiffnen, il a un coefficient de hardiesse. Si on multiplie la surface divisée par la hauteur et divisée par encore quoi? La hauteur et la surface divisée par la hauteur et le volume de béton, eh bien on arrive à un coefficient de hardiesse qui est le plus haut du monde. Donc pour dire qu'il a construit des barrages très très élégants durant toute sa vie. Et puis, des barrages qui fonctionnent très bien puisque je m'en occupe et on ne voit pas de pathologie particulière sur ces barrages. Et puis, il y a un homme qui est devenu aussi célèbre qui s'occupe de vérifier l'étanchéité de la cuvette de Montsalvance. C'est Maurice Lujon. Maurice Lujon qui est resté célèbre par son unité de mesure. Un lujon est égal à 1 litre par minute. Donc si on fait un forage et qu'on teste la perméabilité d'une roche, la circulation de l'eau dans la roche, eh bien on met 2 obturateurs sur une distance de 1 mètre et on mesure la quantité d'eau pendant 10 minutes sous une pression d'1 mégapascal et puis on trouve un lujon. Voilà, pour les personnes qui sont restées célèbres. Et puis ensuite, bien sûr, les héros de cette construction, ce sont bien sûr les ouvriers. Les ouvriers, à l'époque, c'était très difficile de trouver de la main-d'œuvre. Alors pour les entreprises, d'abord, ils ont essayé d'engager des internés français et polonais et russes. Et puis, c'était quand même des grands blessés de guerre. Donc, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas été rapatriés auparavant. Et donc, c'était quand même très, très difficile de les employer. Il y a juste quelques Russes qui ne voulaient pas rentrer chez eux à cause de la Révolution, alors ils sont restés. Et puis sinon, il y avait encore des hommes qui étaient sous les drapeaux pour la Suisse. Alors c'est très difficile de trouver pour les entrepreneurs des ouvriers. Il y a jusqu'à 750 personnes qui vont travailler sur le barrage en 1920. Et puis, imaginez-vous bien, il faut les loger. Il y a environ 280 chambres qui sont aménagées à Châtel-sur-Montsalvance. Et puis, il faut les nourrir aussi. Alors, ils ont même été jusqu'à compter le nombre de litres de vin qu'ils étaient autorisés à boire par jour. Il y a des comptabilités comme ça qui sont tenues dans les archives qu'on a retrouvées. C'est assez passionnant de voir la vie de ces ouvriers à l'époque. Une vie très difficile. Vous pouvez voir sur ces photos qu'il n'y a personne qui a de casque, il n'y a personne qui a de gants. Les échafaudages sont très, très rudimentaires. Là, on voit une personne avec un marteau pneumatique qui sont aussi très, très rudimentaires. Et donc, il y a beaucoup de blessés graves et il y a 3 morts durant le chantier. Le salaire horaire pour un maçon, c'est d'1,40 franc. Il y a une grève qui se déroule en 1921 et on augmente les salaires d'1,50 franc. L'entreprise Ehlers payait un peu mieux que l'entreprise la société fribourgeoise de la Jogne. Alors il y a un écrit aussi qui dit « mais arrêtez de payer autant vos ouvriers, on n'en trouve plus chez nous, etc. » Voilà pour ces héros de cette construction. Je passe maintenant aux aspects plus techniques. Alors ça, c'est le plan d'installation de chantier. L'installation de chantier, eh bien, voilà, on voit la cuvette. Alors on construit d'abord une usine dans cette cuvette pour construire les moellons qui vont servir au coffrage du barrage. Et puis, il faut pour ça des matériaux. Alors, on prend du gravier et du sable à l'embouchure du Rio du Motellon et on fait venir le reste depuis la Sarine. Vous voyez ici sablière, gravière. Et puis, on monte tout ça jusqu'ici en camion ou en chariot. Et ensuite, il y a un chemin de fer d'Écoville qui est construit pour amener les matériaux jusqu'ici. Il y a aussi un téléphérique qui est construit, qui descend jusqu'à cette zone. Et là, on construit
ces moellons. Et puis, on prépare le béton à cet endroit-là. Pour la galerie d'Amné, eh bien, on a un front d'attaque depuis la prise d'eau. On a une autre fenêtre qui est ici dans les gorges de la Jogne où on perfore la galerie à l'amont et à l'aval, et aussi une deuxième fenêtre à l'amont et à l'aval. Donc en tout, 5 fronts d'attaque. Et ensuite, une cheminée d'équilibre qui est construite là. Et puis ensuite, c'est la conduite forcée et la centrale. Voilà en gros l'installation de chantier. Après, concernant les calculs statiques du barrage, donc Stucki doit s'y reprendre à plusieurs fois pour calculer le barrage. Alors, on a bien une idée de comment fonctionne le calcul d'un barrage arqué. Il y a les calculs de Jorgensen qui viennent des États-Unis. Il y a eu le barrage de Pathfinder qui a été construit aux États-Unis un peu avant. Mais ces méthodes de calcul sont très, très sommaires. Et finalement, Stucki invente l'introduction de la notion de déformation élastique, et puis il essaye de passer d'un rayon passer d'un rayon à une parabole. Et puis, il se dit une chose, les épaisseurs doivent être croissantes en direction des appuis, et puis la partie centrale doit être très mince pour avoir cette capacité élastique justement dans la partie haute où les arcs doivent reprendre une partie des efforts. Alors on voit ici à partir de quand il faut augmenter les sections sur les flancs pour un barrage à portée mince ou en forme de triangle, etc. Et puis il y a la division du barrage en 4 arcs. Alors d'abord, on divise le barrage en 4 arcs horizontaux et puis en 9 secteurs. Et puis, il y a un calcul hyperstatique qui se fait. C'est-à-dire qu'on doit faire coïncider les déformations entre les arcs et puis les consoles jusqu'à ce qu'elles jouent. Et ensuite, on fait comme un système de crosse à l'heure actuelle, quoi. Voilà ce qui est fait. Et puis on fait ces calculs aussi bien pour un lac vide que pour un lac plein, en hiver ou en été, etc., en tenant compte des calculs thermiques et tout. Comble de débol, eh bien, Stucki doit refaire les calculs en 1919 parce que le géologue s'est un petit peu planté. Il se dit, ouais, il faudrait quand même tourner un peu le barrage vers la gauche parce qu'on a un problème en rive gauche où il y a un appui avec de la moraine. On découvre de la moraine en rive gauche. Et puis, donc, ça étend le barrage un peu sur la rive gauche. Et puis, donc, on est obligé de faire des joints de contraction plus nombreux que ce qui avait été préalablement prévu. Alors, il refait les calculs. Et puis, on arrive à ces coupes de barrage qui sont le barrage qui a été tel qu'exécuté. Peut-être sur cette coupe ici, qui est à la clé du barrage, on voit ici la forme, donc un pied qui est plus large que ce qui a été présenté au Grand Conseil. C'est 22 mètres, un peu plus de 22 mètres à la base. Ici, c'est le pertuis de la vidange de fond qui est protégé par une construction, une espèce de grille en bois. Un parement qui est pratiquement rectiligne, et ensuite on voit ces moellons qui sont appareillés et qui servent de coffrage, et ensuite on reviendra sur le béton plus tard. Voilà une coupe un peu plus loin et jusqu'au flanc droit, etc. Voilà le résumé des calculs statiques concernant la poussée des eaux. En trétillés horizontaux, vous avez les forces qui sont reprises par les arcs, et en trétillés verticaux, ce sont les forces qui sont reprises par les murs, les consoles, si on veut. Et puis, il s'agit de coïncider donc, les déformations des arcs et des murs. On voit donc au pied de la section la plus profonde, eh bien, c'est entièrement le mur, donc la console qui reprend les efforts. Et ensuite, plus on monte, plus les arcs jouent un rôle pour ces cas de charge qui concernent la poussée des eaux. Et puis on fait la même chose pour les effets de température. Alors là, on voit que sur certaines sections, ce sont surtout les arcs qui jouent un grand rôle. Voilà, sommairement expliqué. Maintenant, j'en viens aux matériaux et à leur mise en place. Donc, on est
très soucieux concernant la fabrication des bétons. On essaye d'évaluer une recette. Pour ça, on forme une personne au laboratoire de l'EPFZ à Zurich et on construit un laboratoire pour essayer les recettes de béton à Bro. Et on fait en tout 162 essais de recettes et puis qu'on teste. Alors on prend des graviers, on les tamise, on prend la fraction entre 10 mm et 50 mm, tout ce qui est en dessus de 50 mm, on la concasse, on mélange le tout, et puis ensuite on essaye différentes quantités de ciment, 220 pour la partie inférieure, 250 pour la partie supérieure, et les moellons, on les exécute en CP300, avec 500 litres de sable, 800 litres de gravier, et puis ensuite on voit le rapport au ciment qui est assez bas, un rapport au ciment qui est proche de 0,5, proche des recettes actuelles. Et puis finalement, alors il faut imaginer, c'est du béton damé. C'est du béton damé, donc on ne veut pas passer à une pervibration, je pense qu'elle existait déjà à l'époque. Mais donc on emploie des outils pneumatiques pour damer. On fait des couches, les moellons font à peu près 30 cm de haut, et on fait des couches et puis on dame le béton. Finalement, on revient à cette méthode en construisant des barrages BCR en béton compacté avec des rouleaux. Et on obtient des résultats finalement assez bons. Vous avez ici la résistance à la compression et la résistance à la flexion. On a pris un échantillon qu'on a fait tester lorsqu'on a construit la centrale de dotation. On arrivait à 33 newtons par millimètre carré de résistance pour un CP 250, ce qui était tout à fait raisonnable. Pour la galerie d'Amné, alors voilà le dessin de cette galerie d'Amné. Alors on est dans du Jurassique supérieur et puis on est aussi dans le néocomien. Alors le néocomien, on l'écarte pour la construction des bétons parce qu'il a trop d'argile, mais sinon le calcaire compact, on l'utilise aussi pour fabriquer des bétons. La longueur de cette galerie est de 1680 mètres. Elle a un diamètre intérieur de 3,80 m. Alors, il y a des grandes discussions concernant l'épaisseur du revêtement de cette galerie. Alors, les entrepreneurs veulent qu'on passe à 40 cm parce qu'il y a eu la construction d'une galerie au barrage de Ritom qui a un peu foiré. Elle est dans une zone géologique assez instable et puis elle s'est vraiment beaucoup fissurée. Donc on se dit, ouais, il ne faut quand même pas faire les mêmes erreurs qu'à Ritom. Il y a une autre galerie qui est faite pratiquement en même temps, c'est la galerie qui mène à l'usine d'Amsteg. Elle est dans une meilleure géologie, donc on ne peut pas comparer. Les ingénieurs disent, ouais, on peut aller avec 20 cm, puis finalement on se décide pour 25 cm avec des parties sur certains tronçons qui sont armés. Elle a une pente de 7 pour 1000. Et puis après, alors en 1920, lors du premier remplissage, on doit revider on doit rebaisser le niveau de la retenue et on inspecte la galerie et on voit une quantité de fissures relativement importante. Alors c'est un peu l'affolement du côté de l'entreprise et puis qui dit on vous avait dit il fallait passer à 40 et puis finalement Gruner et son équipe décident de dire on va traiter ces fissures à l'inertol et puis ça va aller, ce qu'ils font. Et puis effectivement la galerie est encore en bon état actuellement. On voit ici une visite de cette galerie il y a 2 ans. La cheminée d'équilibre peut-être d'abord pour vous expliquer le rôle qu'a une cheminée d'équilibre. Lorsqu'on arrête les groupes de production, eh bien, il y a un coup de bélier qui remonte par la conduite forcée et donc c'est pour atténuer les fluctuations d'eau dans la conduite forcée et pas qu'elle parte dans la galerie d'Amné qui n'est pas blindée. Jusqu'ici, la conduite est blindée, blindée d'acier, un blindage d'acier. Alors cette galerie d'Amné, elle a une chambre horizontale et puis ensuite une chambre verticale ici. Et lorsqu'on construit cette cheminée d'équilibre, eh bien, on rencontre un problème géologique. On pensait qu'on était, à part les terrains, la terre végétale, etc. Après, on était directement dans la roche totale. En fait, la roche se situe à ce niveau-là. Et donc, jusqu'ici, on a des terrains à meubles. Donc, c'est relativement compliqué à réaliser cette cheminée d'équilibre. On perd beaucoup de temps à la construire.
Quelques mots sur la centrale construite par l'entreprise Ehlers. Donc l'architecte l'a construit dans un style Heimatstil. Vous voyez cette façade qui est magnifique encore de nos jours. On construit 5 groupes de production pour pouvoir turbiner 26 mètres cubes par seconde. Un peu moins à l'époque parce que 26 mètres cubes par seconde, c'est les données actuelles avec la nouvelle conduite forcée qu'on voit là. Elle a été changée depuis, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Puissance maximale turbinée, c'est aussi la puissance actuelle de 22 MW et c'est aussi la production annuelle actuelle de 67 gigawattheures. Si vous vous rappelez, dans le message au Grand Conseil, c'était 42 gigawattheures. La différence, on le doit avec la différence de perte de charge sur la conduite forcée. Pardon. On voit ici ces groupes de production. Donc, ce sont des turbines Francis qui ont été construites par les ateliers mécaniques de Vevey et puis les alternateurs viennent de chez Oerlikon. Ils sont très fiables, ça c'est aussi grâce à la maintenance qu'effectuent les EF et Groupé, puisque sur les 5, il y en a encore 4 qui tournent. Je pense que c'est bientôt les plus vieux en Suisse. Ceux de Ritom fonctionnent encore, ils datent de 1921, je pense. Donc, c'est les derniers groupes qui ont 100 ans et qui tournent encore. Maintenant, alors peut-être un résumé des problèmes rencontrés sur l'aménagement, les problèmes d'implantation. On a dû tourner le barrage vers la gauche, ça je vous en ai parlé. L'apparition de fissures verticales aussi sur le barrage. Alors sur le barrage, aussi peu avant le remplissage, on constate, lorsqu'on réalise les joints de contraction, on constate qu'il y a des fissures verticales, surtout sur le côté droit. Et puis, alors c'est l'affolement. On se dit, mais pourquoi ces fissures horizontales? Ça ne va jamais jouer. L'entreprise Caillé, qui en dessous va dire, on ne veut pas d'un barrage fissuré qui va s'effondrer sur notre usine. Tout le landerneau politique s'exclame, il va de son commentaire. Donc, il y a une réunion du conseil d'administration des EF. On somme Gruner de participer et de s'expliquer. Et Gruner, très calmement, il a dit, mais écoutez, toute personne qui a construit un ouvrage en béton sait que le béton se fissure. D'ailleurs, on a pris des mesures, on a glissé dans les joints de contraction une tôle de cuivre qui est là pour retenir justement les eaux et pas que la fissure se propage vers l'aval. Donc, ce n'est pas un problème, on l'a anticipé. Il y a juste une chose à dire, c'est que l'entreprise en avait donné des ordres qui bétonnent 6 semaines après, et puis ils ont préféré bétonner un peu en avant. C'est la seule faute qui a été commise. Et puis en fait, après, on commence le remplissage, et le remplissage se passe bien jusqu'à la côte 790. Et à partir de la côte 790, on a des venues d'eau qui sont relativement importantes en direction de la gîte d'Avaux qui arrive dans la Jogne. Et puis ces venues d'eau atteignent 300 litres par seconde. C'est aussi un peu l'affolement. Alors, on rabaisse de nouveau le niveau d'eau et on fait un rideau d'injection superficielle. Donc, on dégrappe la terre végétale et en fait, on pose de l'argile qu'on revêt par des moellons et d'autres matériaux et on remet en eau. Et les pertes d'eau passent de 300 litres un peu plus de 300 litres par seconde à moins de 300 litres par minute. Donc le problème est résolu. Galerie d'Amnay, les fissures longitudinales, j'en ai parlé, les problèmes géologiques aussi de la cheminée d'équilibre. Alors, il y a encore le dépassement de crédit qui est quand même relativement important, 6 millions. Alors effectivement, les entreprises expliquent que les volumes de béton sont beaucoup plus importants que préalablement estimés, etc. Mais finalement, le projet est rentable. C'est un peu moins que 642 000 francs par année, mais le projet est rentable. Voilà pour la construction du barrage. Maintenant, je vais vous dire quelques mots sur la surveillance des ouvrages d'auscultation et puis en fait, cet impact de la surveillance pour la vie d'un ouvrage. Alors, en Suisse, la sécurité des barrages se base sur 3 piliers que sont la sécurité structurale, la surveillance et l'entretien et le plan d'urgence. Et
Donc, il y a différents acteurs qui interviennent pour cette sécurité des ouvrages. J'ai tout d'abord le propriétaire avec son barragiste. Le barragiste, il a un rôle essentiel parce que c'est les yeux des ingénieurs sur place. Il fait des contrôles visuels et puis ensuite, il fait des mesures au moins tous les mois. Et ensuite, on peut suivre le comportement de l'ouvrage. Il y a un ingénieur qui suit le comportement de l'ouvrage, qui dépouille les mesures faites, qui organise un contrôle annuel et qui rédige chaque année un rapport annuel qui transmet à l'Office fédéral de l'énergie. Il y a des experts, ingénieurs et géologues qui interviennent tous les 5 ans et qui font un résumé de ce qui s'est passé durant les 5 ans et qui regardent de manière critique. Ils sont complètement indépendants du propriétaire exploitant et donc ils livrent leur rapport au propriétaire mais aussi à l'OFEN. Et finalement, l'OFEN, qui est la haute autorité de surveillance, décide de ce qu'il y a lieu de faire pour les 5 prochaines années et émet des directives qui sont des références à l'état de la science. Voilà, alors pour tous les barrages en Suisse, ça fonctionne de ce côté-là. Ça a des impacts, bien sûr, parce que le monitoring, on peut, grâce au monitoring des barrages, les pendules, les extensomètres, les rockmètres, etc., toute l'instrumentation qu'on a, les mesures géodésiques, toute l'instrumentation qu'on a, permettre de détecter des comportements anormaux qui sont suivis d'actions correctrices. L'état de la technique, bien sûr, que l'OFEN suit les cas de charge, par exemple. On a fait quand même des progrès très importants pour les cas de charge sismiques ou les cas de charge crus. On a des périodes de retour maintenant, des périodes de mesure des débits qui sont nettement plus importantes qu'auparavant. Et donc, on peut recalculer des cas de charge crus plus précisément. Et ça, il y a aussi des actions correctrices qui sont nécessaires suite à cet état de la technique qui progresse. Et puis l'état de l'ouvrage, bien sûr, si on s'occupe bien d'un ouvrage, on a peut-être moins d'actions correctrices, mais des fois, il y a des déformations qui arrivent pour des causes. Et on va voir ces influences finalement sur le barrage de Montsalvance depuis sa construction en 1921 jusqu'à nos jours. Alors, les modifications qui ont été entreprises, dès 1927, vous voyez ici les arcs multiples qui ont été construits. C'était pour évacuer une partie de l'eau à partir de la côte 800 mètres. Et puis on voit que finalement ces arcs, c'est une mauvaise idée parce qu'il y a des bois flottants qui arrivent. Et puis ensuite, l'eau s'écoule sur la fondation de l'ouvrage. Donc ça risque de poser des problèmes à la fondation. Donc on les obture en 1927. En 1944, on a un éboulement sur l'appui rive gauche et ça touche l'évacuateur de crue. Et on décide de construire un nouvel évacuateur de crue en rive droite. Là, vous voyez son exutoire lors d'une crue. Et on déplace la vanne construite en 1921 sur la rive droite en 1944. Ensuite, en 1967-68, on rencontre des problèmes relativement importants sur cette vanne de fond. Là, vous voyez la timonerie et la vanne de fond au fond. Il y a pas mal d'alluvionnements dans le lac de retenue et on a des problèmes à ce niveau-là. Et on se dit, on va reconstruire une nouvelle vanne de fond à l'aval. Donc, il y a des exigences de l'OFEN. Il faut en construire 2. Une vanne de service, alors c'est une vanne secteur, donc, et une vanne de garde. Donc, si on veut réparer la vanne de service, eh bien, on ferme la vanne de garde. On peut réparer, par exemple, le joint, le seuil, etc. Et là, c'est une vanne de garde plane qui est disposée. Donc, on prolonge le pertuis qui a été construit en 1921 et on fait aussi un canal de fuite à l'aval. Ensuite, il y a le remplacement des conduites forcées par une nouvelle conduite. Donc on voit ici à l'origine 2 conduites forcées de 1,80 m et on se dit, on va passer ces conduites, elles sont rivetées et puis il y a quand même pas mal de vieillissement sur ces conduites. Il y a notamment un véhicule qui tombe sur les conduites forcées depuis la route qui fait Bataille-Botrans. Donc on s'inquiète un peu de la sécurité de cette conduite. Et puis ensuite, il y a des problèmes aussi avec le système d'aération qui est corrodé. Et donc, on décide en 1987 de remplacer complètement cette conduite avec un diamètre de 3 mètres soudé. Donc, les viroles sont soudées. Et puis, on gagne
14 mètres de perte de charge, donc on passe de 42 gigawattheures de production par année à 67 gigawattheures, ce qui est très intéressant. Et on profite pour remplacer aussi les vannes de groupe. Donc vous voyez ici cette nouvelle conduite forcée. Ensuite aussi, un travail qui a été important, c'est en 1998, le confortement de l'appui gauche. Le confortement de l'appui gauche provient du fait que, d'abord, il faut imaginer que en 1921, il y a un contrôle des mesures qui sont faites, qui sont aussi précurseurs pour cet ouvrage. C'est le début des mesures géodésiques qu'on fait. Alors, dernièrement, la Société géodésique de Suisse a produit un ouvrage, et dans cet ouvrage, il y a un grand chapitre qui est consacré à l'ouvrage de Montsalvance comme référence, parce que c'est le début des calculs de compensation pour les mesures géodésiques qui ont commencé à Montsalvance. Et donc, dès 1921, on suit les déformations du barrage. Et ce qu'on constate, c'est que c'est surtout cet appui gauche ici, constitué de couches de calcaire subverticaux de 15 à 35 cm d'épaisseur, qui commence à se déformer en direction de la Jogne. Et puis ça, donc depuis 1921, il y a des déformations d'à peu près 2 mm par an, ce qui est relativement important. Il y a une pression d'eau qui vient depuis une vallée épigénique qui se trouve juste ici, et donc cette pression d'eau arrive sur ce massif, sur cet appui. Là, vous avez le litage qui est noté à peu près le sens du litage, et donc il y a une déformation dans ce sens-là qu'on voit. Ici, les déformations de 68 à 2003, on voit ces déformations qui sont quand même relativement importantes. Alors, les EF mandatent le bureau Lombardie qui fait un projet de confortement de cet appui gauche. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire? On va y mettre des barres passives qui seront scellées, de diamètre 50 mm, profondeur 27 mètres de profond. On va donc les mettre dans cet appui. Ici, vous avez le dessin de l'appui avec l'évacuateur de crue en dessus. Et donc, et ce massif derrière, avec d'où vient l'eau. Et donc, on va poser ces barres passives, et ensuite, on va faire aussi des drainages. On voit ici tout le système de drainage en bleu. Et puis, on va instrumenter la zone. On va mettre un pendule inversé, 3 micromètres, 4 extensomètres, 4 mesures de force d'ancrage, 8 mesures de résistivité. Donc, on aura un contrôle ensuite pour l'ensemble de cet appui rocheux. On pourra suivre vraiment ces déformations. Et ensuite, on met 252 clous et on gunite l'ensemble de la paroi. Et donc, on peut voir qu'après, jusqu'à maintenant, on arrive à des mouvements qui sont passés de 2 mm par an à 0,2 mm par an dans la partie la plus éloignée du barrage. Donc, le problème est vraiment résolu à l'heure actuelle, une fois que les ancrages passifs ont fait leur effet. Donc, très content de cette situation. Et puis, en même temps, en 1998, on renouvelle aussi les évacuateurs de crue de la rive gauche et de la rive droite. Alors, je parlais avant des cas de charge qui changent. Alors, la crue de sécurité qui est recalculée passe à 346 m3 par seconde et la crue de projet à 519 m3 par seconde. Donc, il faut trouver des solutions pour évacuer ces débits sans déversement par-dessus le couronnement pour la crue de projet. Alors, on a une vanne de fond qui fonctionne bien, et puis il faut moderniser les autres évacuateurs de crue. Alors, le directeur de l'énergie électrique, lors d'un congrès, prend connaissance de ce système HydroPlus qui existe sur des petits ouvrages en France, et puis se dit, mais on pourrait finalement utiliser cette méthode sur le barrage Montsalvance en augmentant la hauteur. Et puis en fait, c'est des vannes fusibles. Donc en cas de poussée d'eau, si l'eau remonte jusqu'à ces becs, eh bien ces becs se remplissent, ça fait une sous-pression en dessous de cette vanne fusible, et la sous-pression permet de faire basculer ces vannes fusibles. Il y en a 4, l'une après l'autre. Une à 802,4,
l'autre à 802,13, l'autre à 802,18 et 802,21. Et donc ça permet de libérer 300 mètres cubes par seconde par cet organe de vidange. Bien sûr, après, il faut reconstruire les vannes, c'est un peu le problème. Mais on espère que ça n'arrive pas 2 fois en 20 ans. Et puis, comme ça permet d'amortir ces vannes au fil du temps. Et puis, on reconstruit aussi la vanne de 1921 à terminer son cycle de vie et on change la vanne de l'évacuateur de la rive droite. Malheureusement, l'évacuateur de la rive droite reste dans son profil. On voit qu'on a pas mal de problèmes en cas de crue d'arrivée de bois sur cet évacuateur qui est un peu mince, dont la section est un peu mince, mais sinon on monte une nouvelle vanne avec 2 vis sans fin, ce qui nous permet d'évacuer davantage d'eau également. Ensuite, en 2011, il y a une décision qui arrive et qui oblige aussi cette décision concerne le débit de dotation. Elle est due à la modification de la loi sur la protection des eaux de 1991 concernant les débits de dotation. Et puis 2011, c'est l'assainissement hydraulique, donc débit d'éclusée, charriage et migration piscicole. Alors, il y a tout un catalogue de mesures qui sont édictées par le canton. Alors, c'est ce débit qui doit être augmenté à 500 litres. Ça, c'est réalisé actuellement. Création d'une brèche en rive droite, ça va être fait en 2023. Déversement de 150 mètres cubes de gravier, ça, on le fait chaque année depuis 2011. Modulation des déversements, c'est-à-dire avoir un déversement plus respectueux de la faune aquatique. Donc des débits qui ressemblent un peu plus à des crues naturelles. Ensuite, limitation du taux d'accroissement et diminution du turbinage. Donc on enclenche les 2 premiers groupes à l'usine de Braux en 15 minutes chacun pour limiter la dérive de la faune aquatique également. Et la réalisation d'un ruisseau de contournement. Alors si vous allez à Braux actuellement, vous verrez la première partie qui est réalisée. On va réaliser dès cet automne la deuxième partie, notamment dans la zone alluviale. Pour débiter le débit de dotation à l'aval, on construit une centrale de dotation ici. Alors, on veut garder la plage complète, la modification des débits, des niveaux d'eau du barrage, entre 775 et 800,80 comme inscrit dans la concession. Et alors, on a foré à ce niveau-là et on a installé, en gardant les niveaux d'eau un peu plus haut, un ouvrage en siphon. Donc, c'est une particularité qu'on a faite pour éviter des problèmes d'envasement de la retenue. Donc, on a construit cette conduite forcée. Et ensuite, ici, il y a cette centrale de dotation. C'est une petite machine avec des pales réglables qui turbine 500 litres par seconde, ce qui fait à peu près 122 kW de puissance installée. C'est un diamètre de 37 cm. Donc c'est très petit, qui tourne à des fréquences incroyables, donc 1500 tours minute, ce qui pose quelques problèmes. Mais voilà, on a réussi à faire cette centrale de dotation. Voilà, maintenant j'en arrive aux perspectives futures. Les perspectives futures, qu'est-ce qu'il y a encore à faire sur cet aménagement ? La concession va jusqu'en 2076. Qu'est-ce qu'on va faire de cet aménagement ? Est-ce qu'il y a des modifications à entreprendre ou non ? On a toujours des groupes qui datent de 100 ans, donc qu'est-ce qu'on va y faire ? Donc d'abord, il y a le problème de l'alluvionnement. L'alluvionnement, eh bien, on voit ici des sédiments très fins qui s'accumulent dans le lac de Montsalvance. On voit des pertes de volume, c'est malheureux, donc il faut en tenir compte. Alors là, pour lutter contre l'alluvionnement, eh bien, on a un projet avec les PFL, le projet CEDMIX, qui consiste à essayer de maintenir les sédiments en suspension et ensuite de les capter par la prise d'eau et de les turbiner. C'est des sédiments calcaires, donc ça ne devrait pas être dommageable pour les groupes de production. Ensuite, alors voilà, ça c'est une donnée. Ensuite, est-ce qu'il est possible de surélever le barrage ? C'est quand même très difficile de surélever le barrage de Montsalvance. On a parlé de la centrale de Gruyère Énergie, celle de la ville de Bulle à l'époque, qui est à l'amont. Donc, ils ont une chute de 50 mètres. On ne pourrait pas surélever le barrage de 50 mètres. Ce ne serait pas possible.
Il y a la steppe de Charmey, il y a un déplacement futur de cette steppe qui est prévu à Braux certainement. Et puis il y a le problème de la moraine en rive gauche. Donc ça, c'est quand même des problèmes qui sont relativement importants. Une surélévation de moins de 10 mètres, c'est certainement réalisable en modifiant le barrage d'origine. Plus de 10 mètres, il faudrait plutôt imaginer une reconstruction du barrage. Bon, pour les milieux touristiques, c'est le rêve des Charmaisans de pouvoir faire du paddle avec un lac de 15 mètres plus haut ou 20 mètres plus haut. Ça serait formidable, mais ma foi, on ne peut pas tout avoir. Pourquoi réhabiliter l'usine de Braux? Donc voilà ce qui reste. Donc, alors comment la réhabiliter et pourquoi la réhabiliter? Donc il y a le problème, c'est ces groupes de production qui datent de 1921. Ils nécessitent une modernisation. On peut, à travers cette modernisation, augmenter les performances de ces groupes. L'installation est en fin de vie et donc ça nécessite pas mal de travaux de maintenance également. Donc on voit ces groupes dans la notice de 1921 et puis ces groupes actuels, enfin ces groupes qui ont été repeints finalement. Alors les objectifs de la réhabilitation, c'est assurer une production jusqu'en 2076, la fin de la concession, assurer une production fiable avec des performances et une installation moderne pouvant répondre aux besoins et aux contraintes de sollicitation du réseau qui sont de plus en plus nombreuses parce que maintenant on turbine vraiment à la demande du réseau. Il y a des turbinages qui sont beaucoup plus dommageables pour les machines qu'auparavant. Et puis bien sûr garantir des contraintes vis-à-vis de la protection de l'environnement. Donc si on a des machines un peu plus réglables, c'est quand même un atout supplémentaire. Alors, et aussi, ça veut dire qu'il faut les remplacer relativement vite vu leur âge. Donc on parle entre 2025 et 2030. Alors qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il y a pas mal de choses qui ont été étudiées. La première chose qui a été étudiée, c'était est-ce qu'on peut faire du pompage-turbinage entre le lac de la Gruyère et le lac de Montsalvance. Alors ici, vous avez une possibilité, par exemple, de faire une nouvelle galerie, une usine en caverne, renvoyer les eaux dans le lac de la Gruyère, mais pour ça, il faudrait faire un bassin de rétention qui coûte fort cher. On peut trouver suffisamment d'alluvions sur place pour faire des digues, mais ça rend quand même la construction très chère. Pour des questions de coût, on a abandonné ce projet, et puis aussi parce qu'on est actionnaire de FMHL pour 13%, et là, ils ont doublé la capacité de pompage-turbinage qui est montée à de 280 mégawatts installés, sauf erreur. Donc, ce projet a été abandonné. Ensuite, est-ce qu'on déplace l'usine? Alors, on est propriétaire d'un pré juste en face. On se dit, ben voilà, on construit une nouvelle usine et puis c'est là, on la garde comme musée pour Electrobro ou autre. Elle est protégée A, donc on ne peut pas la démolir, heureusement. Alors on se dit, ben voilà, ça serait un projet. Et puis finalement, cette proposition aussi est non retenue parce qu'on se dit que c'est possible de construire l'usine, de nouveaux groupes dans la centrale actuelle. Alors maintenant, il s'agit de définir combien de groupes de production. Alors effectivement, il y en avait 5 groupes en 1921. Maintenant, 1 ou 2 groupes avec des performances adéquates pourraient suffire. Mais pour ce faire, eh bien, il faudrait changer la géométrie des bétons de la centrale. C'est peut-être un peu compliqué. Alors, donc, il y a moins de flexibilité si on fait des grands groupes. Ça représente des fortes contraintes sur la production et les phases de travaux aussi. Pendant les travaux, si on fait des grands groupes. Donc, cette solution n'a pas été retenue non plus. Et ce qu'on prévoit, c'est plutôt le remplacement des 5 groupes entre 3 et 5 groupes de production qui seraient dans les niches actuelles. Ça, c'est relativement simple. Vous voyez ici le répartiteur, donc la conduite forcée qui se divise en 4. Et puis là, on referait des groupes de production dans les alvéoles qui sont prévus pour les groupes actuels. Et puis, on peut les construire les uns après les autres en gardant une certaine production. Donc, c'est finalement la solution qui a été retenue pour garder la flexibilité de l'outil de production et puis faire 4 groupes qui sont relativement flexibles. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions concernant
Je ne sais pas si j'ai été long, non, ça va pas mal. Merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour. Alors, c'est pas vraiment un rapport avec Montsalvance, mais plutôt sur les barrages qui appartiennent à un groupé du canton de Fribourg. Est-ce que vous avez des optiques de créer par exemple de nouveaux barrages ou bien de surélever certains qui sont existants, mais vous êtes plutôt dirigé sur de l'éolien ou du solaire, qu'on parle plus écologique maintenant? Alors, on a... Actuellement, on n'a pas de grandes modifications des ouvrages de groupe E. Il y a des modifications qui sont plutôt techniques qui vont venir, mais ce n'est pas des modifications qui entraîneront davantage de production hydroélectrique. Au niveau de la Suisse, il y a à peu près il y a une table ronde en décembre 2021 qui prévoit de construire 15 barrages de surélever ou de construire de nouveaux aménagements en Suisse. Groupé, par contre, est concerné par un barrage, c'est Schiffnen, où il y a une possibilité d'augmentation de la production avec le projet Schiffnen-Mora. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors ça, c'est encore en cours de discussion parce que pour réaliser ce projet, il faut d'abord étudier les mesures d'assainissement sur le barrage de Schiffnen. C'est-à-dire que ce serait possible de turbiner les eaux au niveau du lac de Mora, donc de faire une galerie d'amener d'environ 17 km, ensuite une usine en caverne, enfin un puits blindé, une usine en caverne et de rejeter les eaux dans le lac de Mora. On gagnerait, je crois, un peu plus de 60 mètres de chute, ce qui serait très intéressant au niveau énergétique. Ça représenterait plusieurs... plus de je ne sais plus exactement les chiffres, plus de 100 mégawatts de puissance installée supplémentaire. Donc ça sera un projet très très intéressant au niveau de l'ensemble de la Suisse. Alors ça, on doit d'abord passer l'étape assainissement, c'est-à-dire la Confédération nous oblige à assainir les débits d'éclusée, la migration piscicole et le charriage. Alors il y a des grandes discussions qui sont en cours, des grandes études qui sont en cours sur ces sujets pour Schiffnen. Et là, on va savoir si la variante, finalement, Schiffnen-Mora est la meilleure. Et à ce moment-là, ce projet qui coûte à peu près 350 millions de francs serait en partie financé par la Confédération parce qu'il y a un intérêt à diminuer justement les contraintes environnementales à l'aval de Schiffnen. Voilà. Concernant l'éolien, c'est un petit peu bloqué actuellement dans certaines régions du canton. Donc voilà, on attend de meilleurs signes pour le moment. J'avais une question pour rebondir un peu sur la problématique de la première question. C'était par rapport à la production énergétique du barrage de Montsalvance. Elle est de 60 kWh, comme vous nous avez informé. Si on doit comparer ça par rapport à la production électrique des autres barrages, ça veut dire Rossens ou Schiffnen par exemple, et par rapport à la production globale de l'énergie que crée Groupe E, on se trouve dans plus ou moins quel pourcentage on se trouve? Alors, Groupe E distribue, c'est les rares chiffres que je sais par cœur, Groupe E distribue 3,1 TWh et produit lui-même 1,3 TWh. Sur l'ensemble de ces ouvrages de production. Voilà, c'est un peu les chiffres que je me rappelle. Maintenant, si on compare, est-ce que quelqu'un a le chiffre pour la production de Rossens 230 gigawattheures, donc c'est à peu près 4 fois Montsalvance, en gros. Voilà, merci. Merci. D'autres questions? Bonjour, vous nous avez parlé en début de présentation du prix de l'énergie initiale du barrage et je voulais savoir, pas plus ou moins à combien il était maintenant, mais par rapport aux autres énergies, quel est
le rapport prix en fait, de l'énergie hydraulique ou... je ne sais pas si vous saviez par pur hasard. Alors, ça dépend. Alors maintenant, les ouvrages de production de groupe E1, pour situer les coûts de production des ouvrages existants, c'est environ 60 € le mégawattheure, environ. Hein. Ensuite, si on construit un nouvel aménagement, comme Schiffnen-Mora, les coûts de production seraient plutôt de 150 mégawattheures, 150 € le mégawattheure, à peu près. Et actuellement, les prix du marché, c'est 220 mégawattheures, prix du marché. Ensuite, l'énergie solaire, j'ai l'idée, je crois qu'on rachète aux clients privés, c'est 80 € le mégawattheure à peu près, 70 € le mégawattheure, ça fait 8 centimes le kilowattheure. Ouais. Voilà, c'est à peu près ça. Après, il faut le transporter, il faut rajouter 10 centimes pour le transport, quoi, en gros. Voilà un peu dans les chiffres qu'on a. L'éolien, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas d'expérience. Et puis, voilà en gros ce qu'il y a. Donc, construire un nouvel aménagement, c'est forcément des prix relativement élevés, mais après, on l'amortit sur 50 à 80 ans, et puis ça redevient possible. Alors actuellement, on a des grosses demandes. On sait qu'il y a toute une discussion actuellement parce qu'il y a des risques de pénurie en hiver. C'est pour ça qu'on veut construire des aménagements de stockage, surtout. C'est un petit peu la même situation finalement qu'en 1921, où on n'avait pas de possibilité de stockage et on avait aussi des prix de 22 centimes le kilowattheure. C'est un peu la même chose. Bonjour. J'ai une question sur les nouvelles machines que vous allez faire. Vous augmentez de combien le rendement ? Le rendement, alors les machines construites par Hydro-Vevey étaient déjà remarquables. Je ne sais pas si on a des rendements, et si quelqu'un se souvient du rendement des machines de Bro, mais ça doit avoisiner les 90% déjà. Donc c'est quelques pourcents de plus. Si le projet du lac de Schiffnen au lac de Mora se réalise, l'eau qui sera turbinée dans ce projet-là ne sera pas turbinée à Schiffnen, ou bien parce que finalement... Alors on devra de toute façon débiter de l'eau dans le tronçon originel. Alors je ne sais pas combien, c'est justement des discussions pour savoir qu'est-ce qui va s'écouler, quel genre de machine on va garder, qu'est-ce que les Bernois qui ont des centrales à Laval réclameront, parce qu'ils viennent de les réhabiliter. Donc il y a des discussions qui se passent en ce moment. Et puis est-ce qu'on a une idée, la centrale à hydrogène qui va se bâtir à Schiffnen, est-ce qu'on sait à peu près sur la quantité d'énergie qui est produite par année sur le site de Schiffnen, quel pourcentage va être utilisé pour la que ça sera la centrale de dotation qui produit 5 mètres cubes par seconde, qui turbine 5 mètres cubes par seconde, qui sera dévolue à cette production d'hydrogène à Schiffnen. Alors c'est une petite partie de la production qui est dévolue à l'hydrogène. Alors, je ne sais pas en termes de... 10%. Quoi, c'est 10, ouais, à peu près. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais par rapport au monitoring qui se fait aujourd'hui dans le barrage en Suisse, quel type de variables sont mesurées et comment du moment qu'on dépasse une certaine valeur, j'imagine qu'on prend des mesures, des décisions. Quel type de mesures se mettent en place du moment qu'on dépasse certains seuils des variables mesurées? Alors, on a différents types d'instruments déjà qui sont relativement fiables. Sur tous les ouvrages en Suisse, on a pratiquement partout, c'est possible, des pendules soit inverses, soit droits, qui mesurent des déplacements jusqu'à 0,1 mm de précision. Donc ça, c'est dans un système qui est propre au barrage. Ensuite, on a des mesures dans un système absolu, c'est les mesures géodésiques
dont j'ai parlé avant, qui mesure avec un peu moins de précision, mais quand même la précision de l'ordre du millimètre, des déformations dans le système absolu. Ensuite, on a également des mesures de température, parce qu'il nous faut connaître les contraintes thermiques de l'eau et de la température du béton et de l'air. On a des mesures de sous-pression, parce qu'il nous faut savoir également s'il y a des forces, la poussée de l'eau en dessous du barrage, et comment elle évolue et comment elle diminue vers l'aval. Alors tout ça, c'est mesuré. Et puis ce qu'on fait finalement, c'est on a maintenant des modèles de calcul déterministes qui nous permettent d'introduire les mesures qui sont faites et de comparer ces mesures à ce qui devrait être, selon la période à laquelle on a fait la mesure, selon le niveau du lac, selon la température. Et ensuite, on peut vérifier si on est dans une marge d'erreur acceptable. Et si on sort de cette marge d'erreur dans ce modèle déterministe, alors il faut commencer à se poser des questions de savoir est-ce que le barragiste a mesuré faux? Est-ce qu'il y a vraiment un déplacement qui est important et qui sort de l'ordinaire, et pourquoi? Alors on s'est posé des questions, par exemple en 2003, on avait des températures extrêmement élevées, ou en 2018. Certains modèles statistiques sortaient de leur marge d'erreur, les modèles déterministes beaucoup moins, et puis il a fallu interpréter justement ces mesures et savoir si c'était normal ou non. Plus de questions? Bonsoir, merci pour la présentation. Que se passe-t-il une fois que la concession vient à échéance? Une fois que la concession vient à échéance, eh bien, l'autorité qui jouit, il y a un retour à l'autorité, c'est-à-dire, en l'occurrence, ça serait le canton de Fribourg qui reprendrait toutes les parties mouillées. Alors les parties mouillées, c'est le barrage, la galerie d'amener, la cheminée d'équilibre, etc. Et le reste, eh bien, Groupé va pouvoir en disposer. Donc elle va faire un prix pour ces parties qui restent. Et donc après, il faudra trouver quelqu'un qui s'intéresse à reprendre cette concession. Alors voilà, pour le moment, on a encore un peu de temps, puisque c'est 2076. Cette question nous intéresse par exemple au Châtelot, où on devra renouveler la concession d'ici 2030. C'est un ouvrage binational, donc c'est très, 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 très compliqué. Alors après, il y a des parties, par exemple, si on refait les groupes, par exemple, à Bro, et puis qu'on renouvelle la concession d'ici 2030, eh bien, on pourrait dire ces groupes, on les a construits, mais on veut être dédommagé parce qu'on les a construits, parce qu'il les fallait. Alors là, on peut être dédommagé. Donc, il y a tout un calcul qui est fait sur les investissements qui ont lieu durant les quelques années avant l'échéance de la concession. Alors, les Valaisans ont un peu plus d'expérience que nous, mais c'est aussi compliqué chez eux parce que c'est les communes qui détiennent certaines concessions, ce qui complique passablement les choses. Les communes qui sont devenues très riches grâce aux concessions hydroélectriques. On aimerait bien aussi que certaines communes aimeraient bien dans le canton de Fribourg aussi que ça soit en main des communes. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Pour revenir au flyer de la conférence de ce soir, je pense qu'actuellement, il est préférable d'avoir de l'électricité dans l'eau que d'avoir de l'eau dans le gaz avec les événements dramatiques qui se passent actuellement en Ukraine. Je vous remercie chaleureusement, Monsieur Jean-Claude Colly, pour votre présentation très intéressante de la genèse de ce bel ouvrage qu'est le barrage de Montsalvance et de ses perspectives futures. Je profite de cette occasion pour vous offrir un petit présent pour le temps que vous avez consacré ce soir sous vos applaudissements.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très sympathique, merci. Merci infiniment. Et puis pour ceux qui désirent acquérir le livre « Il y a d'électricité dans l'eau », j'ai pris quelques exemplaires. Si ça